songe, rencontre, distance, espace, limite. Je suis celui que le sommeil ne torlote pas. Je suis cette voie que l'on n'oublie pas. Je suis la route du voyage. Je suis un chasseur d'images. Je marche sur la pointe de mes mots. Sous mes pas s'étendent des océans de cristaux. Mon âme se laisse porter, mon cœur est son radeau. Je course ma muse, c'est une sirène des eaux. Je trace mon chemin en suivant la lumière et je n'ai pas peur qu'elle me perde, j'ai plutôt peur de la perdre. Je brûle un cierge en silence pour éteindre la nuit. Je fais juste un temps mort pour étreindre la vie. J'ai égaré quelques souvenirs dans les ruelles sombres de ma mémoire, comme un carnet que j'ai oublié de remplir. Des nuits blanches traînent au fond d'un tiroir, des bouts de parchemin éparpillés à tout bout de champ, comme c'est pas celle de ma personne que me vole le temps. L'enfant qui apprend à marcher défie les lois de l'équilibre. Il tombe, il a mal, mais il se relève parce qu'il sait qu'à genoux, on n'est pas un homme libre. Je suis debout, couvert de poussière et de brouillard dans la tête. Je danse dans la boue, chantez avec moi, ce soir c'est la fête. C'était un affront, le soupir violent d'une haleine de fumeur et la voix d'une revendication. Comme un instant passé au front, la caresse d'un soir dans le désert, après une nuit de révolution. C'était torride, moment cupide, chevauché des lumières rares et de leur horde. Un baiser sourd et muet, madame, juste parce que vos délires sont désordres. Je suis celui qui ne dort pas. La nuit, j'entends des voix. Ce sont peut-être celles de vos âmes qui déchirent ma quiétude comme une lame. J'ai besoin d'évacuer cette hémorragie interne, une chirurgie immaculée pour soulager ma peine. Que ces images sortent de ma tête, qu'elles glissent le long de mon bras jusqu'au bout de mon pinceau. Sous mon crâne, c'est la tempête, il y a des éclairs par tas qui éclaboussent mes tableaux. Alors je peins le sang bleu des mers, je peins le sang bleu des airs, et je peins le sang noir des terres. Je peins le sang blanc de la lumière, sans faire semblant de vous plaire. Je suis celui qui veille tard, quand la blancheur du jour tarde. Chaque couleur que je pose est un bout de lumière que j'arrache. Et chaque trait que je forme est le maillon d'une chaîne que je brise. Je suis celui qui ne dort pas. La nuit, j'entends des voix. Ce sont peut-être celles de mon génie créateur qui me souffrent ses traits et ses couleurs. Je suis fou de mes heures folles, ces instants où je sens que je décolle, ces moments où les gens pensent que je déconne. Mais j'ai appris à faire fi de vos avis, afin de donner vie à mes plus folles envies. Avec le pinceau de mes rêveries, j'ai repeint le monde, tellement beau à croquer qu'aujourd'hui j'ai faim du monde. J'ai mis de douces couleurs par-dessus vos vives colères, et parfois je suis tellement inspiré que je n'arrive même plus à respirer. Pourtant il me faut expirer toutes ces émotions ingérées. Ça fait un bon moment que ça dure, l'impression que mon cerveau sature. Tous ces traits et formes que j'esquisse sont autant de faiblesses et de forces que j'exprime. Mais laissez-moi, je pleure, elles sont nées de mes doutes. Laissez-moi, je pleure, que personne ne m'écoute. Des coups de pinceau sur une toile me libèrent et les tableaux que je peins, non, les tableaux que j'accouche lèvent le voile sur mon univers. Un monde aux réalités insondables, un monde à vérité redoutable. L'inspiration, je ne la cherche plus, et depuis mes œuvres ne sont pas voulues. C'est peut-être en cela qu'on dit que je suis différent. Je suis peut-être un intermédiaire, peut-être un missionnaire de l'espace et du temps, et sur mes toiles, c'est moi qui transpire. Écoute-toi pour mieux me lire. C'est du réel, c'est de l'hallucination, c'est du libre, c'est de la possession, c'est de la lutte, c'est de la résignation, c'est du rejet, c'est de l'acceptation. C'est des autres, c'est de toi, c'est de nous. C'est aussi de la vie, de la mort, c'est de tout. Sur mes toiles, il y a des forts et des faibles, des as de pique et de trèfle. Il y a des forts et des sentinelles, des métaphores et des rebelles, des douleurs que je façonne en couleurs qui fascinent. Sur mes toiles, il y a des moments de calme, souvent de tempête, des démons en flammes dans ma tête, des esprits qui tempêtent.
Il y a des couleurs de sang sur les tableaux que je peins, des odeurs rouges pour que tu m'ignores ou pour un morceau de pain. C'est une œuvre sans fin, une toile qui meurt de soif et de faim. Sur mes toiles, il y a des moments d'errance, des instants de souffrance, des vides et des absences, des moments de honte où des fois même je me cache, des images peintes à chaud, des liqueurs qui brûlent, des éclats de métaux. Lors de mes voyages sombres, j'ai comme des flashs. Je vous ai ramené quelques photos. Je suis celui que le sommeil ne dorlote pas. Je suis cette voix que l'on n'oublie pas. Je suis un chasseur d'images. Je suis Siraba, la route du voyage. Mémoire. Mémoire comme la mémoire. Et ça me fait bizarre de vous le dire ou au moins employer des mots lourds comme celui-là. Mais c'est sans rancune. Il y a dans chacune de nos mémoires une histoire, ou pour me dire des tonnes de souvenirs. Dans la mienne traînent encore des bribes de mon vécu. Dans ma mémoire traînent encore des lignées de personnages de films d'horreur. Dans ma mémoire, sonnent et résonnent encore les chants de Saint-Thomé, la Rosette du Nord, son cœur, le couvert Benton, la ceinture de cuivre, terre silencieuse sauf de temps en temps un giron de contre-maître. Un aboi des chiens policiers tombe autour et ses calaches. C'est un nègre qu'on abat et qui tombe sans mot. Dans ma mémoire, des corps réduits sur cette rue de Kwame. Le carnage du restaurant Istanbul et les 200 000 hommes livrés chaque année aux mines de l'Afrique du Sud et la Libye. Les fils et les filles de l'Afrique ont mal dans leur âme parce qu'ils ont pris une flèche vénéneuse d'une manière ou d'une autre dans la culture depuis 6 siècles maintenant. La méditation sur l'histoire africaine de cette période nous révèle que la culpabilité de ce mal est partagée entre les bourreaux et nous les victimes. C'est pourquoi nous comprenons que ce cri doit être dirigé d'abord à notre endroit avant de rebondir vers le prédateur. Déboussolés par nos paresses notoires, par nos vices exagérés, les injustices sociales, l'incivisme caractérisé, par notre ignorance croissante et inappropriée à l'évolution du monde, par l'empoisonnement de l'éducation qui nous éloigne de nos identités et nous mène au gouffre de l'asservissement. Dans ma mémoire, la phrase d'un homme de lettres brille encore comme le soleil des indépendances. Nous devons creuser les puits d'aujourd'hui pour la force de demain. Ou encore chaque Africaine doit être une valeur ajoutée. Oui! Aïe! Abiel! Hein? J'ai peur! Chérie, n'aie pas peur. Garde ma foi. Dieu finit toujours par décider. Dieu finit par quoi? Je veux dire que Dieu te guérira. Oui! Aïe! Avec cette femme ou quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que tu dois rester calme. Oui! Aïe, docteur! Et calme-toi. On n'est pas les seuls ici quand même. Il faut bien suivre la file d'attente. De quel fil parles-tu? Le docteur consulte peut-être quelqu'un. Voilà pourquoi il y a une salle d'attente pleine de gens qui attendent comme nous. Ah ouais, c'est ça. Attendre dans la peur de mourir sans assistance. Ou si tu veux, à la manière de ces soi-disant poètes ou dramaturges en panne qui, à la nuit tombée, veillent à la recherche des bribes. Hey, ma chère épouse, comme tu le dis, elle ne te sert pas de moi pour illuminer ta vie. Et les vrais poètes ou dramaturges batifolent avec l'obscurité attendant l'œil du nouveau jour. Remarque que je ne réponds à ta provocation. Par la provocation et que je ne te demande pas de m'amener dans tes balades nocturnes. Si le bateau a chaviré, est-ce parce que toi et moi nous ne sommes pas bien accrochés? Pas mal, hein, son boniment. Oui, Hey, docteur, libérez-moi. Faites que ma femme. Il est question de vous libérer. Oui, docteur. Qui est malade? Moi, docteur. Ma femme, elle est mourante et elle va mourir. Quoi? Tu veux que je meure? Et si vous ne faites rien, docteur? Oh, Bien sûr. calmez-vous. Ah. Personne ne va mourir ici. Hein? Oh, je vais dire si
Dieu le veut, personne ne mourra ici. Si Dieu le veut, pas mal, hein? La mort est dans le plan de Dieu. Elle n'est pas chose mauvaise. Nous sommes comme le téléphone, des vêtements, une chaussure. Et chacune de ces choses vivra jusqu'à une époque. Ah, Dieu, le poète tragédien, qu'il ne vous en donne pas le pouvoir. Aïe, docteur, aide-moi. Venez, madame. Oh mon Dieu, libérez-moi. Et docteur, vous avez le choix. Injectez-lui de l'eau ou je ne sais pas quoi, mais débarrassez-moi de cette sorcière. Et après 6 ans de mariage, pas d'enfant. Et elle a bouffé tout mon argent. Et toujours la même chose. Achète-moi ci, achète-moi ça. Tout ce qui se fabrique en dehors du continent. Ma tendre épouse veut que je lui achète tout. Et téléphone, écran tactile, télé-écran géant, vacances, voiture, voir tout ce qui lui passe par la tête. Sa petite tête réfléchit tellement. Et chérie, pourquoi les vacances prochaines on n'irait pas à Dubaï? Non, non, pas Dubaï. Paris, oui, Paris, la merveille des merveilles. Ville des villes, on louera la plus belle voiture dernière sortie de l'usine. On s'achètera les trucs les plus chics pour faire la belle vie et on dormira dans le plus grand hôtel de France. Venez, madame, venez. Je recherche l'étoile. La bonne pour formuler un vœu de chair. Mais je ne l'y trouve pas. Je regarde au ciel et j'aperçois un ciel neutre. Ce ciel a perdu toute sa virginité par le mépris des hommes, l'entêtement des enfants, la cruauté des femmes. Je tourne en rond dans la tête et je ne trouve pas le moi au plus profond de moi. L'éclair de lune a perdu toute sa force naturelle. Elle subit aujourd'hui l'avancée du monde technologique. Je lis sur ce ciel une lamentation terrible. Pourquoi? Pourquoi ce ciel doit perdre toute sa beauté? Regardez au-dessus de vous et vous verrez un nuage statique. Monsieur, je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Il fallait que je parle pour me libérer. Il faut que je sorte la cruauté en moi. Ça me ronge comme un acteur qui perd sa partition en pleine diffusion. Monsieur, Docteur, c'est bon? Ma femme, elle est... Désolé de ne pas pu faire mon possible. Et vous avez fait votre travail. Vous n'êtes responsable de rien. Il y a eu des complications. Des complications? Oui. Votre femme avait le poumon atteint d'un cancer très avancé. Et cela était un cas plus grave. Alors, après consultation, nous avons constaté qu'elle doit subir une intervention chirurgicale. Le liquide injecté l'a provoqué une anomalie de circulation dans la circulation sanguine. Voilà. De la chicha de l'homme. Une femme qui fume. Hein? Et, chérie, la chicha des États-Unis et celle du Maroc ne sont pas pareilles. Hein? En plus, elle disait, il faut bien mourir de quelque chose. En tout cas, de la chicha. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci. Seigneur, tu savais que je souffrais. Je suis libre. Mais monsieur, en fait, elle n'est pas morte. Comment ça, elle n'est pas morte? Hein? Dites-moi ce qui arrive à ma femme au lieu de me torturer. Les chocs d'attaque cardiovasculaire du liquide injecté la mise complètement inconsciente. Mais elle a une chance de 60% de survie. On la met dans salle de réanimation. Réanimation? Oui, cela veut dire en urgence. C'est une salle. Oh, c'est bon. J'ai moi aussi fait la biologie. Réanimation. Réanimation. Et docteur, dites-moi, qui va payer tous les frais? C'est votre femme. Et il est de votre devoir de payer les frais d'hospitalisation. Je ne suis pas venu ici pour payer quoi que ce soit. Comment pouvez-vous parler ainsi, hein? Tout ce que je veux, c'est être débarrassé de cette femme. Si je suis fatigué, c'est tout. Pourquoi détestez-vous votre femme à ce point? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Croyez-moi, même vous la détesteriez si je vous disais ce que cette femme peut faire. Ah bon? Racontez. Hein? Prenez place, sinon vous risquez de ne pas tenir debout.
Alors, par quoi commencer, hein? Par le début, je pense. Quand l'avez-vous rencontré? Il y a 6 ans, 3 mois, 3 semaines, 6 jours et 4 heures. Cela fait 6 ans et 4 mois. Non, il manque 20 heures pour que cela arrive à 4 heures. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Docteur, rien ne va avec elle. Rien ne va. Rien. Même pas un côté qui va l'aider. Écoutez, elle peut sourire même quand les choses vont mal. Mais le sourire, d'après la médecine, c'est un médicament qui ne se vend pas en pharmacie. Vous ne la connaissez pas. Derrière ce sourire se cache le marteau du politicien africain. Il est amer et très dangereux. Alors éloignez-vous de ce visage qui vous laisse voir la douceur. Et c'est comme une île avant l'éruption du volcan. Et quand ça explose, ça détruit tout sur son passage. Plus destructif que le tsunami. Alors votre pharmacie ne peut pas guérir votre cœur brisé. Et cette femme est plus dangereuse qu'un conflit entre épouses. Pourtant, elle n'a pas l'air d'une femme méchante. C'est comme une belle-mère que tu salues chaque matin et que tu n'as plus envie de revoir tout le reste de la journée. Tu vois, elle ne sourit que quand elle apprend que tu souffres. Et ce sourire détruit et t'écrase. Qui vous l'a présenté? J'espère que ce n'est pas les choix du village. Non. Mais si j'avais écouté ma mère qui m'avait choisi une fille du village, mais je n'ai fait qu'à ma tête. Et aujourd'hui, je suis sous la malédiction de mon propre choix bidon. Un choix que j'ai suggéré à mes amis qui ne m'ont pas soutenu. Ils avaient tous raison. Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, et même mes voisins, mes amis, jusqu'à mes collègues, jusqu'aux gardiens qui étaient chez moi. Personne ne voulait que je prenne cette femme comme épouse. Mais mon instinct me disait que l'amour est un sentiment entre 2 personnes et non entre 20. Alors voici ce que j'ai sémé, le vent. Et aujourd'hui, ma vie ressemble à une tempête sans fin. Et si votre famille, vos amis et toutes les personnes qui vous entouraient étaient votre choix, comment vous êtes arrivé au mariage? Rien qu'à ma tête. J'aurais dû deviner que ce n'était pas un bon choix, vu la manière dont on s'est rencontrés. Dans une boîte de nuit, je pense. Non. Non, parce que ces gens de femmes ne se trouvent que dans les boîtes de nuit. Oui, mais j'ai rencontré celle-là dans un taxi. Dans un taxi. J'avais une panne ce jour-là avec ma voiture. J'ai donc décidé d'emprunter un taxi pour me rendre au boulot. Alors je me suis retrouvé avec cette créature. Elle était d'une beauté inégalée. On aurait dit la reine du Mandé, jadis, avant l'arrivée des appareils photo. Tellement elle était belle. J'ai failli fermer la portière de la voiture sur mes pouces. Ses yeux brillaient comme une étoile filante. D'une autre manière, on croirait à la sortie des rayons solaires derrière une falaise avec une vitesse qu'on ne peut mesurer. Aussi dingue qu'on n'a pas le temps de respirer l'oxygène après une pluie autour d'une bergerie de chair. Ses lèvres dessinaient une coupe que seul Dieu peut reprendre l'amour. Ses dents faisaient la ronde entre ses lèvres qui de temps en temps allaient et revenaient. On dirait l'aiguille d'une montre qui prend tout son temps avant de revenir marquer la minute. Son regard hypnotisait, arrêtait la pensée, provoquant un ABC. Aux lèvres et la langue de pouvoir prononcer un simple bonjour. Et l'ADC, accident cérébrovasculaire, accident de la voie du cœur. Aussi dingue qu'on n'a pas le temps de descendre à l'arrêt d'un métro. Elle était une divinité vivante. J'étais sous le choc que ma langue a été déliée lorsqu'elle m'a dit que le taximan demande où je me rendais. Nous avons fait connaissance aussi. Et après quelques minutes, il y a eu un embouteillage du siècle. C'est dû à ces policiers qui n'arrêtent pas de couper la route pour que les hommes politiques passent. Et dans un pays où les routes appartiennent aux chefs d'État, ou encore aux hyènes qui arrivent dans le pays pour serrer la main aux chiens. Nous avons passé une bonne heure dans les taxis. Ainsi, on a échangé les numéros. Et un jour, un de mes amis m'a dit qu'il n'avait vu personne au monde sans défaut. Alors il m'a demandé de faire un test. Si ce n'était pas un djinn du fleuve Yoruba, ou encore ces filles mal élevées de la grande ville qui font le tout doux pour avoir un mari riche. vous l'avez fait, je pense. Oui. Ma famille m'avait déjà choisi une fille du village pour que je prenne cette dernière comme épouse. Et elle n'était jamais d'accord pour que je prenne une fille du village. Alors, j'ai informé ma femme de la ville que je dois épouser une fille du village.
Et pour la consoler, j'ai donc décidé de la prendre comme seconde épouse. Aucune femme ne voudrait partager son homme. Et là, j'ai vu ce que je n'ai jamais vu chez aucune femme. Elle a piqué une maladie complètement destructive. Elle a commencé à détester tout mon entourage. Et rien ne pouvait la calmer d'être ma seconde femme. Au début, elle a voulu forcer pour que je la prenne comme famille. Et avec sa mère, elles sont rentrées partout, comme à l'approche des élections, les politiques usent de toutes leurs forces pour obtenir le pouvoir. Alors ma famille s'est mise sur ses pieds de guerre. Que si je prenais cette fille, qu'elle ne me compterait plus comme leur enfant. La culture du maraboutage était au rendez-vous de ma famille comme celle de ma famille. On aurait dit 2 politiciens pour éviter le second tour. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté la décision de ma famille. Mais vous étiez amoureux de votre femme. Hein? De l'amour au cimetière où la porte des poignets des marabouts. Mes nuits se transformèrent en enfer. Je voyais ma femme à côté de moi dans les lits, même si elle n'était pas là. Hein? Je n'arrêtais pas de prononcer son nom dans mes sommeils. Même mes journaux se transformèrent en cauchemar. Pendant ce temps au village, mon mariage était prévu pour quelques mois. Ah là, c'était bon. Vous étiez sauvé. Mais après une semaine, mon DG m'a fait savoir que je devrais avoir une promotion. Mais cela était conditionné au statut de marié. Alors pour ne pas rater ma chance, j'ai donc décidé d'épouser ma femme de la ville en silence de moi, même si elle ne voulait pas que notre mariage ressemble à un truc. Ça y est, on s'est mariés. La soif de l'argent a ses raisons que la raison ignore. Je savais que ma famille ne pouvait rien me refuser avec l'argent que je gagnerais avec cette promotion. Alors j'ai rendu ma promotion publique avant d'annoncer 2 semaines plus tard à ma famille que j'ai épousé ma femme de la ville. Et votre famille a accepté votre mariage? Ils ont dû accepter malgré eux. Seule ma mère était contre pendant un certain temps. Mais je l'ai fait venir en ville chez moi pour qu'elle connaisse mieux ma mère et ma femme. Même cela ne dura que 2 semaines. Voici 6 ans, 3 mois et 11 jours que ma mère n'a plus remis pied chez nous. Vous n'avez pas rendu visite à votre mère après cela? Si. Et chaque dimanche que je me trouvais dans le pays, je partais rendre visite à ma mère. Certes, elle n'était pas contente de moi. Car vous n'avez pas épousé la fille du village. Oui, et pour la soulager. Vous avez épousé la fille du village? Oui, je l'ai épousée. Et j'ai construit une maison hors de la capitale pour que ma femme de la ville ne soit pas au courant de la nouvelle. La fille du village ne se plairait pas. Elle n'avait aucune raison de se plaindre. Elle avait toutes les conditions qu'elle n'avait jamais connues. Hein? Voiture, maison climatisée, boutique de grande marque au grand marché de la ville. Alors, combien de nuits passait-il là-bas? Ah, non, c'était le contrat. Je ne passe aucune nuit chez elle à condition qu'elle aura tout ce qu'elle voudra. Et en plus de cela, elle pourra même se faire des petits copains aussi. Ah là, ça se prend les règles du mariage. Oui, mais... Elle était belle. D'une beauté villageoise, elle en avait. Et le reste de votre famille n'était pas au courant de cela? Si, mais ils avaient leur poste et leur salaire dans ma poche. Alors je pouvais leur faire taire tous, jusqu'à mon père. Ainsi, j'ai eu la considération de ma mère. C'est pourquoi on dit que l'argent peut tout payer. J'avais réglé le problème de ma famille et ma femme s'est mise à jeter mon argent par la fenêtre. Comment? Grâce à mon poste, j'étais à mesure d'avoir l'argent que je voulais. Je faisais des fausses factures avec les fournisseurs. Je prêtais l'argent du service aux banques qui me rendaient une fortune à l'intérêt. Et j'étais devenu très influent. Les trafiquants de drogue, d'organes humains et de jeunes filles, un peu de tout. Ils arrivaient de partout dans le monde pour me voir. Hein? J'avais construit des immeubles partout dans le pays. Et les chefs d'État pour qui on me coupait les routes venaient me voir pour leur campagne électorale. J'avais une piste d'atterrissage uniquement pour moi à l'aéroport de la ville. Et j'étais sur le point de construire mon propre aéroport dans mon pays. Oh, mais la femme, ma femme, je lui payais des voyages au bout du monde. Elle s'achetait les trucs les plus chers au monde pour faire la paix. Chaque année, elle renouvelle notre lune de miel dans différents continents. Elle changeait de voiture tous les mois. Les plus chères voitures au monde n'étaient rien à ses yeux. Si elle en avait marre, en moins d'une semaine, elle changeait. Et pour ça, les ports d'Abidjan, du Togo, du Sénégal étaient à sa merci. Elle ne dormait pas dans la même chambre pendant 2 semaines. Et j'avais construit un château au bord du fleuve Niger qui m'avait coûté 3 milliards.
Après 3 mois passés dans ce château, elle ne voulait plus de ce château. Alors nous avons déménagé dans un hôtel 5 étoiles qui me coûtait 8 millions par an. Avant de terminer un château sur la plus grande colline du pays qui m'a coûté 18 milliards. Pour la construction de ce château, j'ai dû démolir une centaine d'habitats avec un dédommagement de 100 millions par famille. J'ai payé un jet pour ses courses à Paris et à Dubaï. Une nuit, vers 21h, elle a piqué une envie d'aller passer la nuit à New York. Là-bas, j'ai payé une amende d'$1 million à l'État américain à cause des bêtises de ma femme. Au pays, madame ne respecte pas les faits de signalisation. Devant les policiers affamés d'argent à qui elle déversait des billets de banque payés par centaines, jusqu'au point où si ma femme sortait, les policiers l'escortaient partout. Je me rappelle encore, les griottes organisaient des soirées pour lesquelles ma femme se faisait passer comme marraine de l'événement. Et elle dilapidait des valises pleines de billets à dollars. Vous pleurez? Merci de compatir. Non. J'ai moi aussi été victime d'une femme. Car celle que j'aimais m'a quitté pour un monsieur très riche comme vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous a laissé tomber. Nous étions encore en 2e année de médecine. Alors nous nous sommes promis de rester fidèles quoi qu'il arrive. Et qu'après nos études, nous nous marierons. Et nous ouvrirons notre propre cabinet de consultation. Et cela fait combien de temps qu'elle vous a laissé tomber? 4 ans. 6 ans et 4 mois. Je voulais ouvrir mon cabinet. Alors mon père m'a recommandé d'aller au cabinet de son ami en tant que stagiaire. Quand j'ai terminé ma thèse il y a quelques mois, je suis devenu le docteur principal. Aujourd'hui, elle devrait être à mes côtés, car notre rêve s'est enfin réalisé. Ah, la femme! Leur tête est toujours là où on attend le moelle. La femme, ouais. J'aurais dû écouter ma petite soeur. Elle a voulu éviter cette femme dans ma vie, comme tous mes proches. Mais je ne l'ai pas écoutée. Et elle a fini par sacrifier sa vie à cause de moi. Une soeur, c'est comme une mère pour nous. Elle sait ce qu'il y a de mieux. Votre soeur ne veut plus. Je suis désolé. Mes condoléances. Ma soeur est décédée dans un accident de circulation routière. Que Dieu ait pitié de son âme. C'est vraiment triste. Surtout dans une époque où les chauffeurs prennent de la drogue pour conduire. Les chefs d'État doivent vraiment trouver une solution à cela. Les chefs d'État? Les chefs d'État. Les chefs d'État n'ont pas fini de construire leur maison de rêve. Ils n'ont pas fini de piller les caisses de l'État ou de baiser les petits de 14 ans dans les bureaux que l'argent du peuple entretient. Ils ont mieux à faire que de penser aux pauvres. C'est la phrase. Le pauvre reste pauvre et les riches s'enrichissent. C'est tout. Nous vivons dans un monde vraiment dingue. Complètement dingue. Dans un monde où la machette qui tue est entre le bout des pagnes ou du pantalon de la femme. Tant que la femme n'aura pas le cerveau d'homme et l'homme celui de la femme, nous ne serions jamais libres. Nous serions toujours sous et ivres face aux poitrines de la femme et elles resteront dans nos poches comme des billets de banque. Pour la femme, les vacances sont les meilleures manières pour bouffer tout votre argent. Alors que d'où je viens, c'est le lieu idéal pour les vacances, mais elles ne veulent pas de là-bas. Pour elles, c'est un village. Tout est de vous. Je suis du Mali, mais mon pays est le pays du monde. Le seul pays qui existe dans un pays, c'est unique au monde. C'est chouette, non, le pays du monde. Ah, vous dites que vous venez du pays du monde. Oui.
Mais vous plaisantez. Comment ça? Le seul pays qui existe dans un pays. Et puis c'est Suède. Et c'est une commande. Non, c'est incroyable. Monsieur le pays tout beau. Ah. René, ça vous fait la vie. Merci. Et dites-moi, il vous arrive de paniquer quand vous parlez de vos billets de banque? Je sais qu'on appelait une force tranquille. Et si j'avais encore de l'argent, ma femme serait dans un autre pays pour ses soins. Mais c'est elle qui a gaspillé tout mon argent. Les comptes en banque dans le pays des Blancs, les terres, les maisons, les voitures, tout. J'ai tout perdu. Plus rien ne reste de moi. Comment perdre toute cette... Attends, je ne vois pas. Vous vous demandez comment je peux perdre toute cette richesse? Voilà. Mon cher, l'argent vient comme de l'eau et s'en va comme de la fumée. Mais comment est-ce possible? J'ai dirigé une ONG internationale très puissante. Et c'était des milliards de dollars qui venaient chaque année dans mon pays. Je faisais ce que je voulais de l'argent qui venait dans mon pays. Et un jour, la guerre se déclencha dans mon pays. Les soldats fous et assoiffés d'argent ont renversé le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'un soldat connaît dans la gestion d'un pays? Hein? Ils sont venus avec leur histoire de redressement de l'État. Mais qui leur a dit que l'État était à terre? Et voilà que nous sommes mis dans un trou. Et tu trouves qu'ils ont mis le pays dans un trou? Évidemment dans un trou. Le soir où ils sont apparus ces soldats à la clinique, Molière, le père de la langue française, a failli se réveiller de sa tombe. Mais qu'est-ce qu'il parle mal français? Messieurs, madame les populations, aujourd'hui notre pays aura une grande visage. Capitaine, on dit notre pays aura un grand visage. D'accord, caporal. Aujourd'hui, notre pays aura un grand visage. Nous, soldats, nous sommes pris le pouvoir aujourd'hui pour rendre l'injustice aux justices. Capitaine, on dit nous avons pris le pouvoir pour rendre la justice à la justice. Ok, caporal. Nous sommes là. Nous sommes pris le pouvoir aujourd'hui pour rendre les sécurités dans les pays. Hein? On dit pour rendre la sécurité. Les capitaines, nous soldats, nous serons fait de telle sorte que les femmes respectent l'homme. Nous serons fait de telle sorte que les routes de Bamako Bruni sera pontifiées, pampantées, lapantées, purifiées. C'est vraiment triste. Avant, j'avais quelques clients là qui venaient ici pour leur faire. Et ils me filaient quelques billets de dollars et en euros. Mais maintenant tout ça c'est fini. Et rien ne marche. Oh! Peut-être qu'avec ce que vous allez me payer, m'aidera à payer mon loyer. Moi, vous payez? Je vous rappelle que vous êtes mon patient. Non, c'est ma femme, votre patiente. Ah ouais, c'est pas que je ne paye pas, c'est que je n'ai pas d'argent pour le moment. Quand le coup d'État a plongé le pays dans le chaos, les ONG ont commencé à fermer. Alors une équipe a été dépêchée pour venir voir la situation de l'ONG. Et qui pouvait s'attendre à un coup d'État? La vie était belle. Nous avions le contrôle jusqu'à ce que les choses connaissent le pire. Alors je me suis retrouvé avec un profit de 300 milliards. Quoi? C'est sérieux? Il fallait rembourser. Mais comment? C'était la question qui me passait par la tête. Car je ne voulais pas tout perdre. Tout ce que j'avais amassé. Voiture, maison, compte en banque, terre, avion, et même les usines que j'avais créées au cas où les choses tourneraient mal. Tout a été démantelé et saisi. Cette femme-là a tout provoqué? Cette même femme que vous avez dans vos services. Oh, monsieur, ne vous inquiétez pas. Je vais demander aux assistants d'arrêter la réanimation. Docteur, que faites-vous de votre serment d'Hippocrate? Mais je pensais que vous n'aimez plus. Vous n'aimez plus. Et n'oubliez pas que vous n'avez pas d'argent pour payer les frais d'hospitalisation. C'est vrai, mais... Comment
Comment une personne très riche comme vous, Rectificatif. Qui était. ok, qui était très riche comme vous, peut se retrouver dans la pauvreté? Vous n'avez pas quelqu'un, un ami, un ancien client commerçant, je ne sais pas, un ami de longue date qui puisse vous venir en aide? Vous oubliez quelque chose quand on est riche. C'est comme deux alcooliques qui vont dans un bar pour boire un verre. Si je paye aujourd'hui, demain c'est ton tour de payer. Jusqu'au jour où l'autre n'a plus d'argent et là, l'amitié est finie. C'est l'une des règles de la vie. Et même les chefs d'État que vous avez aidés. Les chefs d'État. Les chefs d'État. Les chefs d'État. De véritables malades pour diriger un peuple aussi malade qu'eux. Telle est l'image luisante du peuple. Alors qu'ils se prennent pour les hommes de la situation, pour faire oublier au peuple les actes de plusieurs années de crise multidimensionnelle. Mais les grèves se multiplient et atteignent plusieurs secteurs économiques très stratégiques. Pendant que la grogne enfle dans tout le pays à cause des difficultés qui taraudent le quotidien des populations. Mais dans cette atmosphère, les chefs d'État et leur gouvernement restent indifférents pendant que les gens meurent dans les hôpitaux sans soins en grève. Les élèves sont par manque d'enseignants aussi en grève. Pourtant, ils pensent déjà à aller aux élections prochaines et à organiser une révision constitutionnelle dans un pays en amour. Doit-on finalement organiser un grand soumou devant chez eux pour chanter à leur oreille les terribles souffrances des populations pour lesquelles ils restent mal? Et comme le disent nos parents africains que ventre qui a fait la pointe d'oreille pour écouter de beaux discours construits avec du français recherché et des produits d'expression latine. D'ailleurs, à peine les trosses apparaissent au petit écran, que les téléspectateurs se mettent à taper tout en présence. Eh, président, n'a pas fouillé être là. Et d'où on va fouiller là. On va se faire fouiller là. N'a pas fouillé là. Quel est le commandant? N'a pas fouillé là. Et maintenant, ce que le peuple veut est que leur chef d'État apporte une réponse pertinente à la demande sociale. Et chaque jour, dans le marché, c'est la forte campagne entre acheteurs et vendeurs à cause de l'instabilité des prix qui ne cessent de grimper pour devenir incontrôlables. Et n'est pas. Et gâteau, comme un café sur mon assa, tomate managera, n'est pas la question de ton week-end. Tellement que vous avez vous solennez à la danse. Ah, vous faites un café pour ça. Comme bien là, je l'ai dans le café là. On a un café pour fonctionner, ça va dire, mais voilà. Ah, café pour. Et on n'est pas. Et vous regardez ça. Comme ça, on a fait un pour rendre la situation difficile que vivent les femmes pour acheter les condiments nécessaires à la cuisine, rappelle que l'on ne doit plus parler du panier de la ménagère qui a disparu à force d'être vide. Et en lieu et place, il faut parler du petit sachet de la ménagère. De toutes les façons, la contestation est en train d'entrer plusieurs secteurs de la vie socio-économique. Et le Front social, en hyperactivité, n'est que la manifestation d'un profond malaise. Les hommes ont-ils peur de se marier? Ou les femmes ne veulent plus d'un mariage sans richesse? Dans une période où la vie est vécue, la tête en bas, les pieds en l'air, une génération de jeunes hommes qui regardent la couleur de string pour aller se plaindre au tribunal après quelques semaines déjà en l'air. Oh, la femme, quelle jeunesse, quelle honte, hein? Une responsabilité vendue au prix de la facture d'électricité ou d'eau. Hein? Et un mariage d'éducation d'argent, ou de brillance des lèvres et de la langue. Hein? La femme est comme un État qui décore ses illustres hommes après leur misérable vie, parfois auteur destructeur de cette même vie. Oui, c'est vrai tout ça. On dit dans notre société que la femme est celle qui construit ou détruit. Car elle est celle aussi qui est prête à nous attacher au rêve, même si ses enfants étaient des servants. Pour dire vous, et votre famille. Ma famille a déjà beaucoup fait pour m'éviter la prison. Et je ne peux pas repartir vers eux avec la femme qui a foutu leur vie et la mienne en l'air.
Et votre femme du village? Après 3 ans passés dans la solitude, elle a rencontré un homme. Et là aussi, elle m'a demandé la permission pour pouvoir épouser cet homme. Vous l'avez accordé? Puisque je ne vivais pas avec elle. Pourquoi la punir encore? Je peux dire que c'est la seule richesse venant du monde qu'on n'a pas encore découverte. Elle vit avec son mari, heureux. Et ils ont une petite fille très jolie. Elle a été reconnaissante. Sa fille porte le prénom Aïcha, le prénom de ma mère. Ma mère pense que c'est sa petite fille. Ma fille. Elle aurait dû être ma fille. Si j'étais resté avec elle, peut-être que je n'aurais pas connu cette vie misérable. Gardez la foi. Ça ira, Inch'Allah. 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 Vous parlez comme eux maintenant? Non, je veux juste que vous restez positif, c'est tout. Restez positif. Restez positif jusqu'à ce que la poule ait des dents. Hein? Ce que je vais vous dire, c'est que là où nous sommes, bientôt ça va exploser. Et si ça explose cette fois-ci, même nous les anciens riches, nous prendrons les armes dans ce pays. Comment pouvez-vous envisager cela dans ce pays? Après ce coup d'éclat qui a mis le pays hors ligne. Je n'envisage rien du tout pour mon pays. Et je n'ai pas besoin d'être un docteur pour savoir que ça risque de péter plus grave qu'avant bientôt. Vous avez de mauvaises langues pour votre pays. Arrêtez cela, ça n'a rien de trop. Si ne change pas, la situation va faire changer les données. C'est simple à comprendre comme de l'eau à boire. Comment se fait-il que nous sommes à une centaine de ministres en 4 ans? Combien en aurons-nous en 5 ans? Trop, c'est trop, rien ne va. Et plus le temps passe, plus la situation s'alourdit. C'est la force d'attraction. Personne ne peut rien contre ça. Vous devenez le prophète maintenant. Mais comme Dieu en dehors de tout ça, le problème est sous nos yeux. C'est le changement climatique. Personne ne peut rien contre ça. Oh, de la même manière que le changement climatique est au cœur dans les débats de monarchie. Notre problème est sur la table des Nations Unies. Tandis que les Néerlandais font du boulot pour lutter contre le changement climatique. Combien de puits de pétrole explosent chaque année au Nigeria? Je n'envisage rien de mauvais pour le monde, encore moins pour mon pays. Mais cette fois-ci, quand ça explosera, je serai parmi les manifestants. Nous avons mis un homme sans tête, sans cœur et sans foi à la tête du pays. Et aujourd'hui, tout le pays est hors service. Trop, c'est trop. Je préfère la mort que de la laisser sur notre terre. Ça y est, c'est le signal. Oh, docteur, qu'est-ce qui se passe? Mais calmez, mais dites-moi ce qui se passe. Oh, c'est pour faire des réanimations. Ça va pas encore exploser. Hein? Calmez-vous, je vais aller voir. Eh bien, docteur, dites-moi ce qui se passe. Vous n'avez pas de temps, c'est ça? Mais quelle est cette question? Je vous ai déjà dit non. Oui,
Je n'ai jamais cessé de t'aider. S'il te plaît, reviens. Tu trouves que c'est aussi simple que ça? Je sais que rien n'est aussi simple que ça. Mais quand on veut, on peut. Est-ce un hasard de venir dans mon cabinet? Ok, d'accord. Ce n'est pas un hasard qu'on est venu dans ton cabinet. Je lui ai demandé de m'amener ici. Parce qu'il n'a pas d'argent pour dire que c'est le mien. Tu penses qu'on est là parce qu'il n'a pas de quoi payer les frais? Ne sois pas fâché pour ce que je viens de dire. Je veux juste rire avec toi, c'est tout. Il arrivait des moments quand je me disputais avec mon mari. Alors, je prenais ma voiture et je me garais devant le cabinet à l'autre bout de la rue. Devant mon cabinet? Je te regardais arriver au bureau le matin et repartir à la descente. Mais pourquoi tu ne rentrais pas? On pouvait parler et j'allais t'écouter. J'avais peur. J'avais peur de ne pas pouvoir résister. Et résister à quoi? Résister à tout. À tes mots, à tes regards. De ne pas pouvoir te regarder. Écoute. Je te demande qu'une seule chose. Essaye encore. Oh merde, je veux ton regard de face les miens comme si c'était hier que nous nous regardions au bord de Dieu. Pourquoi sourit-elle avec ce docteur? Tu te rappelles les soirées que nous passons ensemble sous les ponts du grand-père Mozo inachevé, à compter les pieds construits par les Chinois sur les pyramides d'Afrique. Cette chaleur qui ne parvenait pas nous échapper quand je caressais tes doigts avec ma langue. Tu enfonces le fer rouge en moi. D'ailleurs, qu'est-ce que ce docteur lui dit? Chérie, ne l'écoute pas. C'est un docteur, alors il te ment. Si tu veux, je vends le cabinet et on partira d'ici pour toujours. Tu sais, quand pour nous les choses ne peuvent plus redevenir comme avant. Pourquoi ne pas essayer? Qui ne risque rien n'a rien. On s'était promis de rester fidèle quoi qu'il arrive. Tu as oublié notre promesse? Cela fait partie du passé. J'ai une autre vie maintenant, tu sais. J'ai un... Tu as écouté cet homme par la force d'argent et non la manque que tu restes en lui. Dis-moi que tu perdais la voix quand il décapait les jambes sans te caresser les clitoris comme je le faisais. Arrête. Oh merde! Hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Oh! Monsieur! Je ne pratiquais que de la bouche à bouche. De la bouche à bouche avec Vous savez, après la réalité... Hé, lâche-le s'il te plaît. Tu prends sa défense maintenant? Hein? Vous faites mieux d'écouter votre femme Angélique. Vous appelez ma femme par son prénom? Comment osez-vous? En plus, je suis son docteur. Hé, Angela, ne fais pas le soleil, va calme. Tu m'appelles par mon prénom? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça suffit. Dieu donné et moi, on commençait nos études de médecine ensemble. Ah! C'est vous le fameux Dieudonné. Et maintenant, c'est l'apôtre. Depuis combien de temps cette histoire dure à mon insu? Il n'y a rien de Dieu donné. Il n'y a rien de Dieudonné et moi. J'ai posé une question et je veux une réponse. Depuis combien de temps? Votre femme a raison. Et c'est à ma femme que je parle. Je ne vous ai pas encore demandé. Angélique, depuis combien de temps? Mon cher mari, je ne l'ai pas revu depuis notre mariage. D'abord, tu ne m'appelles plus mon cher mari. Moi, tu croyais que... Monsieur, Si vous l'ouvrez encore avant que je vous le demande, je vous jure que je mets le feu à tous vos biens. Et je vous attacherai à cette table pour que le feu brûle tous vos biens en votre présence et le feu finira par vous consumer. Vous avez compris? oui. D'ailleurs, je ne paie plus les frais d'hospitalisation. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu t'en prends aux gens maintenant? Est-ce la faute à quelqu'un si tu n'as plus d'argent? Ah, c'est bien de ta faute si je n'ai plus d'argent. Et ça, je peux le crier sur tous les toits du monde. Ok. D'accord. Blâme-moi et laisse les gens tranquilles. Eh, tu veux que je laisse ton Dieu donner ça à l'apôtre tranquille? Hein? Chérie, le passé c'est du passé. Concentrons-nous sur le présent. Elle sera dans ma vie. Je te demande de me pardonner. Mon grand-père m'a toujours dit, mon fils, si tu vois une femme pleurer, mets un seau troué devant elle. Et aie pitié d'elle
que si le seau se remplira de ses larmes. Chérie, je sais que je n'ai pas été la femme idéale pour toi dans les moments faciles. Je suis désolée de t'avoir déçu. Hey, nous vivons dans un monde déboussolé, avec un espoir déboussolé, dans un pays déboussolé. Je suis déboussolé de toi. Hein? Tu m'as déboussolé. J'ai été vraiment aveuglée par l'égoïsme et la naïveté. J'aurais dû être humble et affranchie. La femme doit être une aiguille qui coule les relations humaines et non celle qui les déchire. La femme est la seule créature à qui Dieu a donné la force de procréer. Alors, la femme doit procréer pour le bien-être de la vie pour tous. La femme doit apprendre aux hommes la pitié, car seule la femme connaît la douleur de l'enfantement. Mais malgré tout, elle n'arrête pas de mettre les enfants au monde. Les hommes doivent vivre dans la tolérance. C'est cela qui différencie les hommes des bêtes. Je demande à Dieu de nous accorder sa miséricorde et son humilité, pour que nous n'oublions pas que l'homme est poussière et retournera à la poussière. Non!